Je suis un créateur et un raconteur d'histoires. J'aime trouver des gens absolument incroyablement plus talentueux que moi et de les rassembler autour d'un projet, d'une idée, d'un concept et voir ce qu'on peut raconter, créer des marques où les gens s'engagent émotionnellement. Je suis producteur audiovisuel, quoi. C'est un peu chef d'orchestre. Ce qu'on a mis en place, on était les seuls à faire ça pendant très longtemps, mettre plein de cerveaux en parallèle. On est devenu le premier export de séries françaises. Il y a eu combien de pays? 112 pays? 120. La première saison, ça valait 1,5 million d'euros l'épisode. Et la dernière saison, c'était 2,5 millions. Alors dans le monde, c'est encore pire. C'est entre $1,000 l'épisode pour un petit truc avec son iPhone à 200 millions de dollars. Quand il y a une avalanche de contenu aussi gigantesque qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'on n'écrit pas de la même manière. On dit Alex Berger ou Berger? Tu commences comme ça y est, on tourne. Oui. Total impro. Alors, on dit bonjour. Bonjour, on s'est vu. Bérangère Aman ou Amand? Amand. Moi, je suis Alex Berger en France. Je Ouais. suis Alex Berger aux États-Unis. Ok. Alex Berger en Allemagne. Ou Alex Berger en Angleterre. Qu'est-ce que tu préfères? Alex Berger. Alex Berger? Je fais un mélange des deux. D'accord. Ok. Bon. Alors déjà, je voulais te remercier d'être venu sur le podcast Grand Écart. Parce que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était au Sceaux. Oui, c'est un grand écart. Non, c'est pas un grand écart, mais on a commencé à discuter puisqu'on s'est rencontrés de façon un peu inopinée. Parce que je crois que je t'avais volé ta table. Ah oui, car j'ai des rituels. Ouais. Et T'avais une il y avait- plaque là sur la Pas table. du tout. Non, je trouve que c'est une table qui est très feng shui. Ok. Voilà, on voit les gens devant nous, il n'y a pas personne derrière nous, donc c'est une table. Alors le Sceaux, il faut quand même expliquer, hein, le Sceaux c'est un lieu, Un lieu, oui. et donc qui sponsor le Grand Écart. Non, pas Non, encore. pas Mais je vais encore. demander à Mathieu, peut-être Oui, qu'il va... peut-être il est très conciliant, Ouais. et comme ils vont se privatiser pour à peine 2,7 milliards de livres, tout est possible. Ok. Donc on s'est rencontrés là-bas, on a commencé à échanger. Mais on n'a pas eu le temps de terminer. Donc du coup, on va finir aujourd'hui. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Ouais. Voilà. Sur mes questions de curiosité sur ce que tu fais dans la vie et qui tu es. Si tu D'accord. avais 1 minute pour te présenter, qu'est-ce que tu dirais de toi? J'aurais pas assez de temps. Mais qu'est-ce que je dirais de moi? Je suis un créateur et un raconteur d'histoires. J'aime trouver des gens absolument incroyablement plus talentueux que moi et de les rassembler autour d'un projet, d'une idée, d'un concept et voir ce qu'on peut raconter et puis créer des marques où des gens s'engagent émotionnellement. Voilà, c'est ce que je fais. Je suis D'accord. producteur audiovisuel, quoi. Ok. C'est un peu chef d'orchestre. Chef d'orchestre. Ouais. Et tu es aussi entrepreneur? Oui, je suis le PDG d'un groupe qui produit des contenus. Ok. Et tu es engagé aussi politiquement, de ce que j'ai compris. Bah, politiquement, tout est politique, mais je suis en tout cas très actif dans le village Dans lequel où tu- j'habite dans le sud de la France, dans le Vaucluse, où j'essaye de... Oui, je suis bénévole, je suis le responsable du CCFF, Ok. c'est-à-dire du comité communal contre les feux de forêt. Et puis je m'occupe de quelques autres associations et voilà, j'essaye de participer pleinement à la vie de mon village, tout le temps, Ok. à l'année. Et en quoi ça consiste une journée type d'Alex Berger? C'est des levées plutôt tôt. Non, c'est des réveils plutôt tôt, pas forcément le lever. Mhm. Je crois que je dors depuis des années par module de 3 heures. Et voilà, je me lève et j'ai besoin de m'occuper l'esprit parce que j'ai un vélo qui tourne tout le temps, j'ai plein de trucs et donc je dors par période. On a le même problème.
Ah oui. Oui. Voilà, mais donc c'est comme ça. Les tablettes sont pas forcément la meilleure solution, mais voilà, je prends ma tablette au milieu de la nuit et j'essaie de regarder, de lire. Voilà, Ok. je m'occupe l'esprit. Ok, donc tu disais que tu racontes Donc des... je commence, j'ai pas répondu à ta question. La question, Ouais, c'est vrai. c'est une journée type. C'est, voilà, 8 heures, je suis parti et 20 heures, je suis revenu. Non, Et mais entre, je fais plein de Ouais, c'est trucs. ça, surtout Non, mais ce qui est important. j'essaie de faire plein de choses. J'ai la chance d'avoir un métier qui me permet d'avoir une diversité de métiers, de sujets. Voilà, d'abord, je gère des équipes, des gens Mhm. formidables. Alors, quand on est en tournage, c'est des centaines de personnes. Quand on n'est pas en tournage et quand on développe, bah, c'est quelques dizaines de personnes et il faut gérer des projets. Ok. Et donc voilà, Comme dans quoi plein de domaines, aussi bien le développement d'une série que l'écriture d'un livre, que la mise en place d'un podcast ou de documentaires, enfin tout ce qu'on fait, Ok. tant en France qu'ailleurs. Et tu disais que tu étais un storyteller, tu aimes raconter des histoires. Ouais. Le storytelling, c'est beaucoup connu aujourd'hui en marketing pour convaincre et justement enjoliver, on va dire, vendre. Enfin, Non, c'est je une crois technique que ouais, de je sais pas, communication. alors je suis pas un marketeur, Mhm. mais ça me plaît. Et une des particularités de ce qu'on fait chez Top, donc The Originals Production que je dirige, Oui. c'est justement d'inclure très tôt, quand on développe une série ou un film, ou un livre, ou un podcast, ou tout autre format de notre industrie culturelle et créative, on réfléchit tout de suite au PMDC. Ok. Et là, tu vas me dire, c'est quoi le PMDC ? Product Market Fit. Non. Promo, marketing, digital et Digital. communication. Ok. Et donc, moi, mon but, très vite, dans ce storytelling, c'est il faut avoir une histoire qui soit intéressante pour des gens. On espère un maximum de gens partout sur la planète. D'une part, et d'autre part, on essaye avant que ça n'arrive chez le diffuseur vend plein de produits. C'est comme un supermarché. Mmh. Donc, nous, l'aspect très différentiel chez Top, c'est qu'on réfléchit au PMDC. Donc, comment raconter l'histoire de l'histoire très vite. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire ? Comment on va raconter à des gens qui ont beaucoup de produits à vendre une histoire comment on va vendre, nous, notre produit, parce qu'on n'en a qu'un. Okay. Donc, il va falloir réfléchir à la sémantique, il va falloir réfléchir aux éléments promotionnels sur les antennes de notre partenaire diffuseur, comment on va réfléchir au marketing, donc en dehors de ce monde du diffuseur, du primo-diffuseur. Comment est-ce qu'on va faire du digital ? C'est pas la même narration, c'est pas les mêmes éléments, c'est pas les mêmes produits. Et la com, voilà, ces éléments de langage précis en France ou dans le reste du monde. Donc, on essaye de faire ça, nous, et de donner, d'aider notre partenaire à faire le meilleur travail de marketing possible. Donc, si je résume ce que tu me dis, ça veut dire que tu élabores toute la stratégie en amont avant de faire le produit ou tu as déjà le produit ? Non, en parallèle, on fait tout. D'accord. Donc finalement, la stratégie marketing et autres digitales, de commercialisation, tout ce que tu nous as énuméré, est plus importante finalement que le produit. Ouais, pas du tout. Alors non, surtout pas. Non. Ce qui est le plus important, c'est une équation intéressante quand on parle de série, par exemple. Mm-hmm. C'est une équation qui est avoir une idée, un cœur concept autour duquel on va faire tourner X nombre d'épisodes, un environnement particulier et des personnages. Et ce sont les personnages qui font une OPA sur l'environnement, le cœur concept et l'idée. Et donc, on doit faire en sorte d'avoir une exigence extrêmement forte. C'est une autre particularité de Top, c'est tout est autour de l'écriture. Si ce n'est pas sur la page, ce ne sera jamais à l'image. Donc, on
on a mis en place, lorsque Éric Rochant a inventé, est venu me voir pour le Bureau des légendes, on a mis en place un système, on a adapté un système américain de la Room, Writer's Room, donc d'un collectif d'auteurs autour du showrunner, donc du créateur. Et donc, ce qu'on a mis en place, et on était les seuls à faire ça pendant très longtemps, c'était de mettre plein de cerveaux en parallèle, comme plein d'ordinateurs en parallèle. Et donc, forcément, ça demande une exigence énorme dans l'écriture. Donc, on travaille, on retravaille, on retravaille, on retravaille, et on travaille, on affine jusqu'au moment où on pense, nous et nos partenaires diffuseurs, qu'on est prêts à tourner. Okay. Quand on a fait ça, forcément, on a déjà non seulement une stratégie, mais une tactique pour arriver à implémenter ce qu'on a comme vision sur un produit, donc un projet, une marque à engagement émotionnel, le Bureau des légendes. Captivante. Oui, c'est important. Comment est-ce que je vais faire en sorte que des gens qui ont plein de choix dans leur vie pour faire plein de choses vont consacrer X nombre d'heures à regarder ou à écouter ou à lire un projet ou un produit que nous faisons. Et donc ça, c'est très important pour nous. Ça a été très important de faire comprendre, notamment aux auteurs qui font une œuvre, que leur œuvre, c'est une marque. Et cette marque est très fragile parce qu'on a le choix de voir 50 000 trucs, de faire autre chose. Donc, il faut l'accompagner. Pour l'accompagner le plus finement possible, c'est pas juste de donner les clés, juste donner le produit à un distributeur. Si je mets mon produit chez Leclerc ou chez Carrefour sans rien promouvoir, sans rien montrer de notre différence, alors les gens ne vont pas spontanément aller voir notre produit. Donc, il faut réfléchir de manière extrêmement holistique, non seulement au cœur du problème, c'est quoi le produit. Le produit. Mais comment ça s'insère dans l'environnement concurrentiel, quelle est la différenciation, comment on en parle, qu'est-ce qui va faire le buzz, et donc ça c'est très compliqué. Et selon toi, si je reprends le Bureau des légendes, qu'est-ce qui a fait que la différenciation justement sur le fond et la forme, puisqu'on parle de ça, l'histoire, d'abord, l'écriture... c'est l'histoire. C'est toujours le cœur, c'est l'histoire, c'est l'histoire qu'on raconte, c'est justement l'environnement dans lequel on est. Donc, ce qui a fait que le Bureau des légendes est devenu un succès, c'est d'abord parce que on parlait d'un sujet, donc l'espionnage, le renseignement en France et la géopolitique d'un pays comme la France vue au travers d'un service de renseignement. On touchait à un sujet qui était très fantasmé. Tout le monde a entendu parler du renseignement, mais personne ne savait vraiment ce que c'était. Des GSE, des GSI, DRM, enfin... Tout ça a été très, très compliqué. Et ce qui a été vraiment formidable, c'est d'enlever ce fantasme, d'être très réaliste, de pouvoir montrer un service de renseignement par l'intérieur, le quotidien, le tout habillé avec une histoire d'amour. Du coup, vous avez intégré vraiment les services de la DGSE. Enfin, vous avez vraiment créé. Comment vous arrivez? On n'a rien intégré. Nous, comment vous arrivez à vous imprégner d'un univers? D'abord, Éric Rochant a choisi une dizaine d'auteurs pour travailler avec lui. Ces auteurs et lui. Alors, Éric Rochant avait déjà développé un muscle pour le domaine. Il avait notamment tourné un film qui s'appelait Patriotes, Les Patriotes, et puis Mobius plus tard. Mais Les Patriotes étaient vraiment un succès formidable de pouvoir raconter comment on tourne un espion, comment on le convertit à une autre patrie. Et c'était vraiment brillant.
Et donc, il avait déjà un bon muscle, il connaissait bien le domaine. Simplement, en lisant beaucoup, en écoutant beaucoup, c'était un peu, un peu le fils spirituel de John le Carré. Donc, il a fallu qu'il apprenne à ces auteurs à développer ce muscle et d'enlever le fantasme, c'est-à-dire arrêter le James Bond et de se concentrer sur des gens ordinaires qui font un métier extraordinaire. Donc, c'était ça, la clé de voûte sur laquelle on a travaillé. Et il a fallu... l'histoire, c'est toujours la même. Hein, je l'ai raconté 1000 fois, mais on a appelé la DICODE, donc le ministère à l'époque, le ministère de la Défense, pour dire, voilà, on va faire une série sur le renseignement, la DGSE. Est-ce qu'on pourrait parler à quelqu'un ? Oui, on va transmettre. Le lendemain, quelqu'un m'appelle. Monsieur Nicolas m'appelle en disant, voilà, il paraît que vous voulez nous parler. On était étonnés. Donc, venez au bureau. On va vous expliquer ce qu'on veut faire. On lui explique. Et c'était étonnant. À la fin de notre conversation, je lui ai dit, mais très franchement, vous n'avez rien d'autre à faire parce que je vous ai appelé il y a 2 jours. Vous êtes déjà là. Et il dit, mais on vous connaît bien. Et donc ça jette un froid. Quand un service de renseignement dit, mais on vous connaît bien, et il dit, on connaît bien Éric Rochant parce que son film, Les Patriotes, est montré à tous les agents en formation à l'intérieur de la boîte, de la DGSE. Et vous, Monsieur Berger, vous avez été chez Canal+, et vous avez travaillé avec les algorithmes du décodeur, et donc on protège ça puisque c'est secret défense. Et donc voilà, c'est évidemment, ça nous a permis de converser avec eux et d'établir un protocole, notamment avec des gens qui ne parlent de rien, qui vous parlent pas et surtout pas de ce qu'ils font. Et ça, c'est la DGSE, ce bruit qui ils avaient un autre micro de placer. Exactement. Je vois pas pourquoi, ça sert vraiment à rien. Et ça nous a permis d'établir un protocole avec eux. Et le protocole, c'était, on va utiliser le vrai logo de la DGSE. Et en contrepartie, vous avez le droit de lire les épisodes qui sont terminés et donc prêts à tourner. Et s'il y a des choses qui vont pas, vous nous dites plausible ou pas plausible. Si c'est pas plausible, alors les équipes d'écriture réinventeront quelque chose. Et en 50 épisodes, il y a eu très très peu de choses pas plausibles. Parce qu'ils ont ces 10 000 pages de recherche par saison. C'est énormément de temps, c'est énormément de choses à lire qui sont accessibles. Donc on demande rien au service de renseignement. On sait rechercher dans les journaux, dans les articles, on sait aller chercher des universitaires, des conseillers, des consultants qui sont à même de répondre à nos questions sur la géopolitique ou sur autre chose, et donc à nourrir les auteurs du Bureau des légendes, ce qui était plutôt pas mal. Et puis après, au bout de la 2e saison, ils ont vu qu'on était sérieux, que la série marchait bien, et après le reste, c'est gagné au loto. Tellement c'est un succès. On est devenu le premier export de séries françaises. Il y a eu combien de pays ? 112 pays ? Ouais, 112, 120. Ouais. Je reviens sur le métier de showrunner dont tu parlais. Moi, j'ai connu ça en 2016 avec Stranger Things. J'ai un mauvais accent français. Stranger Things, c'est un good show. Voilà, Stranger Things. Sur Netflix. Sur Netflix. Et j'étais fascinée par justement ce métier. Parce que finalement, c'est un peu un directeur artistique, si je ne me trompe pas. Enfin, ouais, c'est un producteur artistique. C'est l'arbitre des écrits. C'est lui qui a la vision artistique d'une série. Et doit conduire une équipe. Encore une fois, c'est pas une personne seule. C'est une personne seule qui est patron. Ou 2 en l'occurrence pour le Bureau des légendes, parce qu'il y avait le producteur artistique qui était Éric Rochant, le showrunner, et moi qui étais le producteur de la série. Et là, c'est vraiment important de bien comprendre les rôles et les responsabilités
de chacun dans un écosystème très complexe. Donc c'est vrai que ce rôle de showrunner, de vraiment donner beaucoup de responsabilités à quelqu'un qui, d'habitude, en France, est juste auteur. Voilà, scénariste. Scénariste, voilà. Et donc, scénariste, auteur, créateur, revêt, en tout cas, ce que nous avons adapté des États-Unis, quelque chose de supplémentaire. Ce qui était important pour moi, c'était d'expliquer à Eric ce que c'était l'environnement dans lequel on était. C'est-à-dire, quel est le cadre juridique? Quel est le cadre économique? Quel est le cadre marketing? Quel est le timing? Etc. pour qu'il puisse, dans l'arrière de ses pensées et communiquer à ses auteurs des choses qui sont importantes. C'est vrai qu'il y a eu très peu de scènes où je lisais un scénario, un épisode où je disais mais non, mais ça c'est pas faisable. Il y en a eu quelques-uns où voilà, juste pour faire cette scène-là, ça va coûter le prix de l'épisode. Oui. Donc, il faut que le showrunner puisse avoir les données de tous les aspects de la production pour pouvoir écrire en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'il y a un aspect hors artistique qui va pouvoir nourrir l'artistique. Il y a très peu de formations de showrunner en France. Parce que j'avais cherché à l'époque. Il n'y avait pas de showrunner en France parce que la France était organisée pour le cinéma et était organisée un auteur, un réalisateur. Et c'était généralement le réalisateur qui était le grand arbitre, qui avait le droit en plus de réécrire un film ou une série, qui refaisait en plus une autre écriture quand il montait. Donc, non, on a changé la donne. Ouais. Et Top a changé la donne dès 2013, vraiment. Enfin, on avait fait un projet auparavant avec Canal et HBO qui ne s'est pas tourné, mais qui s'appelait Les Oligarques. Et c'est vrai qu'on a eu l'occasion de vraiment aller aux États-Unis beaucoup, étudier leur système et adapter leur système à nos règles, aux lois, aux droits d'auteur français, au droit du travail, à plein de choses qui devaient s'adapter. Et donc voilà, après on est resté un peu la tête dans le guidon. Aujourd'hui, tu penses qu'il y a plus de formations de showrunner ou... Oui. Ouais. Oui, on devient showrunner après avoir écrit. Oui, c'est ça. D'accord ? Donc, il faut être auteur, scénariste. Et si possible, scénariste avec plein d'autres scénaristes. Donc, voilà, chacun écrit un épisode. Alors, nous, on a mis en place une hiérarchie. On commence, en gros, en auditeur. Puis après, on devient scénariste junior. Okay. Voilà, après, on devient scénariste senior, voilà, et ensuite on devient showrunner. Donc on avait mis en place cette hiérarchie-là pour justement former des gens, parce que personne ne savait travailler dans ce sens-là. Donc on a formé les équipes. On a formé les équipes pas juste d'écriture, mais on a, il y avait 60 candidats, on en a gardé 10. On a créé vraiment et renouvelé le rôle de ce qu'était le coordinateur d'écriture, c'est-à-dire la personne qui est la mémoire à l'intérieur d'une salle d'écriture, d'un atelier d'écriture structuré, puisque on a fait jurisprudence, c'est comme ça que ça s'appelle maintenant dans les contrats, de l'ADES. Okay. Et évidemment, voilà, plein d'autres rôles qui étaient très importants pour justement gérer dans le temps. Parce que l'idée de changer la manière de fabriquer des séries était pour moi une obsession. Pourquoi ? Parce on n'était pas les meilleurs au monde à faire des séries en France. Par rapport au timing, tu veux dire, on mettait trop de temps à les... Au timing et à l'exigence. Donc, il y avait deux aspects qui étaient très importants. Comment gagner du temps ? Avec plus de cerveau et plus d'auteurs. Et deux, comment est-ce qu'on pouvait être encore plus dans l'exigence, justement, avec plus d'intelligence tout ça avait un aspect, c'était... je me rappelle quand j'ai rencontré Éric Rochant la première fois, il a dit « Je ne ferai jamais de série parce que c'est un art mineur en France ». Et j'ai dit « Mais c'est marrant parce qu'on regarde les mêmes séries aux États-Unis, donc
qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait inventer pour que ce soit vraiment bien et que ce soit vraiment jouable en France ? Et on a aidé donc aux États-Unis. Je l'ai présenté à mes potes showrunners qui avaient fait Les Sopranos, Bloodline et plein de choses vachement intéressantes. Et puis Damages. Et puis on a travaillé sur des oligarques pour voir comment ça se passait. Et Eric et moi, on a vraiment vu la lumière. On a tout compris sur ce qu'était à la fois l'ergonomie, la hiérarchie, l'organisation, le timing, cette exigence, etc. Toute minute était importante. Voilà, il fallait un lieu unique où il y en avait les plateaux, les auteurs, le montage, tout le monde, la production, pour pas perdre de temps. Et donc voilà, on a adapté ça et c'était vraiment super. Comment tu finances justement une série comme Le Bureau des légendes ? Je vais généralement à la Banque Amand. À Biarritz. J'étais pas au courant. Ouais, ils ont de la thune à donner tout le temps. Mais ils claquent. Je savais ça. Ils ont une fortune, j'ai l'impression, sans Tu me fond. Présenteras alors. Les amants de Biarritz. Ouais. Ah ouais, bah ouais. Non mais il faut. Ok. On finance... nous, on est un studio, donc on finance le développement. Ok. Donc on crée la propriété intellectuelle. Voilà. Avec un auteur, avec des auteurs, avec des scénaristes, etc. Mais on veut absolument affiner l'idée, le cœur concept, cet environnement et les personnages le plus possible avant d'aller voir un client. C'est-à-dire que ce qui est bizarre en France, c'est qu'en fait, les projets et les séries, généralement, le développement est financé par les diffuseurs. Les diffuseurs, oui. Voilà. Donc nous, on essaye d'avancer un maximum. Et ensuite, on va voir le diffuseur. On dit, OK, voilà le projet. Maintenant, comment on l'affine pour que ça rentre dans votre vision de ce que vous allez pouvoir proposer à vos auditeurs, à vos spectateurs, à vos abonnés, etc. Et donc... on a fait ça. Alors pour le Bureau des légendes, c'est vrai que ça a été 1 an et demi très intense avec Ariel Saraco et Fabrice de la Patelière qui était à Canal à l'époque. Et donc c'est vrai que on a passé beaucoup de temps à affiner l'idée originale d'Éric pour que ça matche à ce que voulait faire la création originale de Canal. Et toujours avec le doute. Puisque la création originale, à un moment, un des patrons de Canal m'avait dit, de toute façon, l'espionnage, ça ne marche pas chez nous. Ah ouais. Ouais, et la création originale, c'est fait que pour des gens de plus de 60 ans en milieu urbain. Il s'avère que le Bureau des légendes est toujours aujourd'hui le première franchise historique de Canal. C'est plus de 100 millions de vues. Ouais. Donc c'est gigantesque. Et puis, c'est 51% de femmes qui ont regardé cette série. Donc c'est plutôt cool. Et c'est devenu, voilà, un succès phénoménal. Mais on ne sait jamais. Et donc c'est aux producteurs de financer et d'être sûr de la vision originale de ce qu'il veut faire. C'est comme dans l'immobilier. Ouais. J'ai trouvé le bon endroit, je vais viabiliser. Donc, je vais faire ça. C'est ça le développement. Je vais trouver le bon endroit, j'ai viabilisé et je vais payer les plans. J'ai trouvé le meilleur architecte pour faire le projet que je veux faire. Et ensuite... les études de faisabilité, nous on appelle ça en promotion. Mais c'est pour ça que le métier de producteur, moi, vous êtes producteur. Dans on produit des logements, on est producteur. En tout cas, dans plein de métiers, on est producteur. Mais c'est vrai qu'on finance, nous, les développements. Et puis ensuite, on va trouver un client qui va payer... de l'argent pour avoir le droit de diffuser en exclusivité ou pas le fruit de ce qu'on a inventé. Donc si lui, le diffuseur, il veut bien acheter finalement la série, c'est lui qui finance pour produire ? On fait un budget. Ouais. Et dans ce budget qui vaut 100, on dit tant pour les droits, pour l'exploitation de la série, tant pour la fabriquer. Donc, on peut la fabriquer pour tant, et vous allez payer en plus tant
pour pouvoir dire, si vous voulez voir cette série, vous ne pourrez la voir que chez nous. Ouais. D'accord. Et vous faites un plan financier comme nous, avec une marge? Bien sûr. C'est quoi la marge? La marge, elle est entourée en France, c'est 7%. Donc, c'est très, c'est très entouré par des accords cadres. Okay. Mais voilà, après, il y a les droits, il y a plein de choses. Et puis, quand les plateformes sont arrivées en France, il n'y avait pas de règles. Oui. Là, aujourd'hui, la plupart des plateformes sont en règle vis-à-vis de ce que le CNC et d'autres mettent en place comme norme. Donc, c'est plutôt de mieux en mieux. Puis, comme la France est devenue le premier marché européen en termes d'abonnés, voilà, on a des particularités et on a surtout la puissance aujourd'hui de pouvoir imposer quelques règles pour protéger notre exception culturelle et pas avoir que des immeubles moches qui ne nous appartiennent pas. Parfois, on ne choisit pas toujours, hein. On nous impose souvent. Mais en façade. Mais nous, on répond à peu d'appels d'offres. On est plutôt dans la création originale. Donc, toutes les plateformes et toutes les chaînes avec qui on discute, c'est-à-dire nos clients, en France et dans le monde, viennent nous voir parce qu'on a mis en place un style. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas venir nous voir pour faire un strip mall à côté d'une autoroute. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas venir nous voir pour faire Meurtre à Vesoul. C'est pas T'aimes bien Vesoul, hein? Vesoul, c'est dans l'Est. Ouais, j'ai un immeuble là-bas. C'est vrai, en Haute-Saône. Tu parles souvent dans les podcasts. Oui, bien sûr. Je parle des Vosges, où j'ai immigré depuis Philadelphie aux États-Unis. Je suis arrivé à Le Thillot dans les Vosges. Et Vesoul, c'est quand même une ville particulière, on va dire. Tout à fait. Ouais. Je rebondis du coup sur la part sur le financement. Combien ça coûte de faire un épisode du Bureau des légendes, par exemple? La première saison, ça coûtait à peu près 1,5 million d'euros l'épisode. L'épisode, ouais. L'épisode, donc sur 10 épisodes, c'est assez simple comme maths. Et puis la dernière saison, c'était 2,5 millions, donc la 5e saison. Donc voilà. Et après, combien tu le vends l'épisode? Tu vends l'épisode ou la série au global? Non, d'abord, généralement, les diffuseurs, si on est dans un pays comme la France, Canal+, en l'occurrence, n'achètent que la France. Oui. Et quelques autres pays, parce qu'ils sont à droite, à gauche, etc., un peu dans l'Est de l'Europe et quelques endroits en Asie, et en Afrique surtout. Donc, on fait un lot de combien ils vont payer sur un coup de budget. Donc, si le budget est de 15 millions la première saison, je pense qu'ils ont payé à peu près 64% du projet, 64 ou 68%. Le reste vient d'abord d'aides que l'on a, c'est-à-dire des subventions que l'on a du CNC en l'occurrence. Alors, pour une bonne, c'est pas mal. On a eu quelques autres aides parce qu'on tournait en Île-de-France, enfin des petites choses comme ça. Et puis le reste, c'est nous. C'est le risque que le producteur et le distributeur prend. Donc, le delta de quelques millions d'euros qui fait que on garde des mandats de vente. Et donc, on a beaucoup de propriétés d'endroits où on peut vendre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vendu la France, personne n'achète vraiment la première saison. On a dû vendre 3 ou 4 pays, les usual suspects, la Suisse, la Belgique, etc. Mais dès que les gens savent qu'il y a une deuxième saison qui arrive, déjà on a 20 épisodes, donc ça commence à être beaucoup de gens. Et nos distributeurs ont été très, très, très bons. Ils ont vendu très vite. 3e saison, ça a été le délire parce qu'on avait en 2e saison vendu les États-Unis à iTunes. Et puis après, Amazon en Angleterre. Enfin, après, c'est devenu gigantesque.
Et les diffuseurs, comment eux, ils savent justement que ça va performer, entre guillemets, ou qu'il va y avoir une audience, que ça va... Ils font des mesures. Alors, en France, on a Médiamétrie, Nielsen, et puis surtout, quand on a un décodeur chez soi, il y a que de l'intelligence dans un décodeur. Non, mais en amont, quand tu vas les voir... À quelle heure et quoi. Mais quand tu vas les voir, eux, ils savent pas. Quand ils vont t'acheter la série, ils savent pas vraiment... Non, il faut avoir un bon storytelling, une bonne stratégie, une bonne tactique. Et puis surtout, tous les clients, peu importe si c'est dans la télé ou cinéma ou autre chose, sont ceinture et bretelles. Tous. C'est ça, comment je fais pour que ton immeuble ou ma série, est-ce que ça va se vendre? Est-ce que ça va être ça? Alors, c'est un pari, comme nous on fait des paris. On fait toujours des paris. Le business, c'est que des paris. C'est que des paris qu'on essaye d'être le plus intelligent possible. On essaye. Mais c'est vrai que ça ne marche pas toujours. Et puis, d'avoir cette information, on l'a pas toujours. Apple a fait une première saison. La première série d'Apple en France s'appelle La Maison. Nous l'avons produit. Donc voilà. Mais on ne sait toujours pas à ce jour les chiffres de quoi que ce soit, ils ne le disent pas. Et donc, c'est vrai que on fera pas une deuxième saison parce qu'ils nous ont demandé de baisser les budgets de manière trop drastique. Donc, on ne sait pas si ça a performé. D'accord. Mais j'espère que eux, ils le savent mieux que nous. En tout cas, toi, tu n'as pas accès à ça. Toi, tu peux pas savoir. Malheureusement, j'ai eu accès et je sais tout. On est dans le renseignement. Et tout Apple qu'ils sont, évidemment, ils ne peuvent pas protéger assez bien les données. Oui. Oui, donc il y a des flops. C'est possible d'avoir des... En tout cas, je ne sais pas si c'est un flop. Un flop, c'est quand on est vraiment déçu de ce qu'on a fait. Or, moi, je suis très fier et j'ai été très fier de tous les projets que j'ai faits parce qu'on a tellement de temps. On a mis 7 ans avant de le tourner. La maison. Donc ça prend du temps et c'est énormément de gens, énormément d'énergie. Oui, parce que là, c'est l'univers du luxe. Comment ? C'est dans l'univers du luxe, c'est ça ? Oui, c'est 2 familles rivales en France, dans l'univers du luxe français. Okay. C'est assez génial, c'est un soap formidable. Ça se mange beaucoup encore sur Canal et Apple, ça marche bien. Après, en tout cas, j'ai beaucoup de gens qui m'en parlent. Ouais. Puis la critique a été dithyrambique, donc on est content. Et ouais, nous aussi. Dommage, on ne fera pas de saison 2. Oui, nous aussi, c'est vrai que quand on a un immeuble, parfois on abandonne l'opération si on n'a pas fait la pré-commercialisation. Mais nous, souvent, le facteur essentiel, c'est le prix. Le prix de sortie, de vente. Alors, non, mais c'est une équation prix, exigence, ambition. Alors, tout le monde veut, c'est toujours pareil, tout le monde veut faire un hit. Oui, c'est clair. Donc, c'est super. Donc, quels sont les éléments qui sont déterminants pour un film ou une série ? D'abord, les écrits. Ensuite, le cast, la réalisation, la vision qu'on en donne. Et puis après, vient plein d'autres choses sur le produit et dans la manière dont on va le vendre ou l'exploiter. Donc, c'est vrai que c'est un alignement absolument incroyable de planètes pour chaque projet. C'est vraiment... c'est tellement de temps, tellement d'énergie, parce que ça vaut beaucoup d'argent. Ouais, bah oui. Voilà, une série en France, c'est en gros par épisode entre 400 ou 300, 400 000 et beaucoup de millions. Oui. Donc alors dans le monde, c'est encore pire. C'est entre $1000 l'épisode pour un petit truc qu'on peut faire avec son iPhone et monter chez soi et diffuser sur YouTube à $200 millions une série. Ouais. Donc oui, l'amplitude est grande. Je rebondis sur ça. Comment tu vois l'avenir justement audiovisuel ou des séries avec la montée de YouTube et d'Internet, surtout chez les jeunes? Alors moi, je trouve ça fascinant. Ouais. J'ai fait une expérience il y a quelques temps déjà. J'ai pris mon téléphone
Et je me suis aperçu que j'étais en train de regarder, alors je ne sais plus si c'était Insta, Facebook, enfin voilà, peu importe, des choses, des clips. Pas mal de choses qui étaient des clips de films, pas mal de choses de séries, c'est-à-dire vraiment des trucs courts. Et ça m'a perturbé parce que ce qui m'a perturbé, c'est que j'en ai, avec mon pouce, je poussais les uns, j'ai scrollé rapidement et puis je regardais et puis tout d'un coup j'ai levé les yeux et il était 1 heure plus tard. Wow. J'avais perdu 1 heure de ma vie à regarder du junk, images, etc. Mais bon, j'étais fasciné tout aussi bien par un lion qui était en train de manger un buffle que Bill Burr qui était en train de faire un sketch aux États-Unis, que un extrait de Friends, que des morceaux d'un film et que le Bureau des légendes que je retrouve plein de fois de la même manière, des scènes, l'algorithme. Donc je me suis dit, là, on est à un tournant, d'abord parce que YouTube est devenu le premier diffuseur au monde. Ouais. 2, la narrative qu'on a l'habitude de regarder a changé. Le 26 ou 52 minutes, qui étaient des formats issus de la radio, en fait, de la radio filmée après, c'est 26 parce que 26 minutes, 4 minutes, puis 6 minutes, 26 minutes et 4 minutes de pub, 52 et 8 minutes de pub par heure. Ça n'a plus de sens aujourd'hui. Donc, quelle est la durée de concentration de l'être humain jeune? Il fait plein de choses en même temps. J'ai vu chez moi mes enfants regarder et faire 14 autres choses en même temps. Et donc, quand il y a une avalanche de contenu aussi gigantesque que ce qui existe aujourd'hui, ça veut dire que la narrative est en train de changer. Ça veut dire qu'on n'écrit pas de la même manière. Et déjà, quand Netflix est arrivé, le binge viewing a changé le monde. C'est-à-dire, avant, on faisait 1 ou 2 épisodes avec un cliff au bout de 2 épisodes pour que les gens reviennent la semaine d'après. Et puis, quand Netflix est arrivé, chaque épisode devait avoir ce cliff parce que on entraînait la boulimie, il faut qu'on en regarde un maximum par soir. Mais ça change mentalement la manière dont on lit, on apprécie la narrative, les histoires. Et donc, il est important pour moi d'adapter les choses. C'est-à-dire, moi, je pense toujours qu'on a des histoires importantes à raconter dans l'originalité, dans les différences. The originals, c'est ça, top. Mais il va falloir qu'on adapte à un marché qui est très, très différent. Donc, je recrute des jeunes gens qui viennent avec une autre optique de dire, voilà, c'est super ce que vous avez fait. J'adore, j'ai regardé le Bureau des légendes ou La Maison ou plein d'autres choses. Et si? Et donc, voilà, il y a plein de formats qu'on est en train de regarder, d'étudier. Alors, je ne suis pas sûr que j'ai envie de faire que des trucs, des formats courts, ce n'est pas l'idée, mais c'est juste de pouvoir s'ouvrir un tout petit peu à l'évolution de la société. De la consommation de l'audiovisuel. On accélère, j'ai les audiobooks, les gens sont en train d'accélérer, ils écoutent en x2 ou x3 parce qu'ils peuvent écouter plus vite quand ils sont dans la bagnole ou en train de courir, etc. On a toujours autant de temps et on veut consommer plus. Donc, il va falloir trouver quelque chose, des modèles, des projets qui puissent répondre à ça. Puis un autre aspect qui est dingue, que j'ai vécu, moi ça fait plus de 40 ans que je fais ce métier, on faisait des phénomènes, c'était des choses qui étaient importantes. Waouh, est-ce que tu as vu truc hier soir? On en parlait.
Et on avait du temps pour en parler. Non, j'ai pas vu cette série. J'ai pas vu Le Bureau des légendes. Ah ouais, mais tu devrais le regarder parce que c'est pas mal. Ah ouais? Tu veux de l'eau? J'ai de l'eau. Je veux le regarder. Tu veux le regarder? Ouais. Donc, on avait un peu cet effet machine à café, conversation. On en parlait. Il y avait du temps. Aujourd'hui, il y a une telle quantité de contenu. C'est immédiat. On consomme tout de suite et c'est fini. On n'en parle pas, on revient. Etc. Donc, moi, je pense que c'est en train de changer dans la manière d'écrire. C'est en train de changer les sujets qu'on peut aborder. On peut tout aborder, même si je trouve qu'il y a un élan conservateur qui est tellement dingue qu'il y a plein de sujets qui deviennent de nouveau tabous. Et donc, je trouve ça dommage qu'on ne puisse pas raconter librement toutes les histoires qu'on a envie de raconter. Mais bon, voilà, on a, nous, aujourd'hui, une vingtaine de projets en cours. On a des choses merveilleusement bien écrites. La prochaine sortie sera Eldorado pour Arte sur une affaire des années 70, sur les avions renifleurs. C'est vraiment génial. Ça a été réalisé par Louis Farge et c'est vraiment formidablement bien écrit. Et donc, on va... voilà, ça, c'est la prochaine sortie. Et puis après, on enquille tout le reste. Et puis, il y a un livre qui est sorti, qui va sortir, je crois, dans quelques jours, qui est le deuxième tome des Mouettes. Okay. Les Mouettes, c'est ce qu'on appelle le service action à la DGSE. Donc, le premier livre de Thomas Cantaloupe est sorti l'année dernière et best-seller. Donc, on est content d'avoir le tome 2. On va en faire un film. C'est un peu le même univers, finalement. Encore. Ouais, on fait pas mal de choses parce qu'on est devenu très vite un peu... les spécialistes du renseignement. Oui, parce qu'on... et puis j'aime bien ce milieu, c'est très romanesque. Et puis un autre livre de Laurent Guillaume qui sort, qui s'appelle... qui est dans la série Dame de guerre, tome 2 de Opium Lady. C'est une saga incroyable. Voilà, donc puis plein de choses. Hein. J'allais te poser la question, c'est quoi la prochaine histoire d'Alex Burger? Moi, la prochaine histoire d'Alex Burger, c'est de pouvoir transmettre le plus vite possible à des gens qui sont autour de moi les rênes de cette société pour qu'ils l'emmènent justement dans la version 5.0. Qu'est-ce que ça va être et je ne suis pas sûr de pouvoir leur apporter autre chose que d'être un bon coach. Et donc, il faut leur donner les rôles et responsabilités. Et moi, je cherche toujours un maximum de gens qui peuvent apporter... moi, quand j'ai commencé à bosser, il y a très longtemps, j'ai pu travailler avec Antoine Decaune, enfin toute une bande de gens à qui on nous a laissé faire. Et quand je suis devenu en charge de la stratégie du groupe Canal, Pierre Lescure m'a laissé faire. Il m'a dit, OK, vas-y, c'est quoi tes idées? Vas-y, va les faire. Ça, c'est une merveille dans une boîte d'avoir quelqu'un qui dit, OK, vas-y, va le faire. Et moi, voilà, je veux... l'avenir pour moi, ce sera de passer... je passe déjà la moitié de ma semaine en dehors de Paris et ce sera de donner vraiment le quotidien, de donner les rôles et les responsabilités à des gens à qui je vais faire confiance. Ok. Ils vont réécrire l'histoire de l'audiovisuel. Ils vont continuer de l'écrire ou ils vont... Non, ils vont le réécrire. Moi, quand je suis arrivé, les enfants du rock, on a commencé à faire des trucs, c'était génial. On nous a laissé faire. Ouais, mais est-ce que c'est pas parce que tu as aussi montré que tu avais envie et que tu as pris les devants? Parce qu'on laisse faire aussi les gens qui montrent qu'ils ont les compétences. Ça. J'ai convaincu des gens de me laisser... Tout à fait. De me laisser, t'inquiète la guinguette, on va y arriver. Ah oui, mais alors, t'es sûr? Ouais, bien sûr que je suis sûr. La conviction marche toujours. C'est l'histoire de ma vie, ça a toujours été... Mais quand j'ai commencé... Même quand t'étais pas sûr? Quand je ne savais pas, j'avais une idée. J'avais une vision dans ma tête en disant...
Je vais te donner un exemple très simple. Quand j'étais stagiaire à Télé Monte Carlo, je devais retourner à la fac aux États-Unis et la princesse Grace de Monaco a eu un accident de voiture. Elle est décédée. On devait s'occuper de la Mondovision à Télé Monte Carlo, qui appartenait à l'État monégasque à l'époque. On devait s'occuper de la diffusion pour le monde. Et le directeur général, Michel Lacroix, est venu dans les étages en disant « Qui parle anglais ici ?» Je dis moi, je parle plutôt bien. Tu peux t'occuper de coordonner l'arrivée de toutes les chaînes. Je n'avais aucune idée de ce qu'il était en train de me demander. Je dis bien sûr, pas de problème. Moi. Tout le monde était là, on allait bien se démerder. Ça a été très cool, très smooth. J'étais convoqué chez le PDG de TMC RMC qui m'a dit, écoute, ça s'est bien passé. Est-ce que tu veux devenir le rédacteur en chef du flash d'info de 18h sur RMC TMC? Aucune idée de ce qu'il était en train de me demander. J'avais 21 ans. Donc je dis bien sûr, pas de problème. Comme quoi il faut toujours dire oui. T'as besoin de quoi, m'a-t-il dit? Je dis je reviens vers vous dans quelques jours. Mais c'est oui. Donc, après, il a fallu que j'explique à mes parents que je ne retournais pas à la fac, c'était un peu moins cool. Mais je pense qu'il faut rêver et il faut avoir toujours cette idée de c'est possible. Ouais, c'est ça. Et moi, toute ma vie, toute ma carrière, le seul truc que j'ai appris, c'est de dire et si on faisait comme si, et si c'est pas comme ça qu'il faut faire, et si on faisait autrement, etc. Et de challenger, en fait, pas forcément frontalement, mais se dire, ok, comment je peux répondre, comment je peux faire autrement. Personne ne m'attendait dans aucun de mes métiers, et aujourd'hui, personne n'attend la prochaine série de chez Top. Un peu, quelques-uns, etc. Mais donc, il faut créer ce désir et puis se dire, voilà, comment je vais essayer de le vendre? Comment est-ce que je vais transmettre mon envie, ma passion, mon désir à quelqu'un qui, a priori, est gâté, a besoin de rien? Ouais, finalement, tu as un peu pris les opportunités qui se sont présentées. Oui. Comme des challenges que tu as relevés, quoi. Ouais, je voyais pas ça comme vraiment des challenges à l'époque. Je disais... c'est cool. C'est drôle. Ouais, c'est bien, c'est cool. Mais je suis quand même un anxieux. Donc, évidemment, j'étais toujours de manière obsessionnelle en train d'essayer d'avoir un max de renseignements sur ce qu'on me demandait de faire très vite. Dans le détail. Il n'y avait pas Internet, donc on était obligé de lire beaucoup de trucs. Mais bon, c'est ça. Mais je pense qu'il faut aujourd'hui avoir... ce courage. Et la curiosité aussi. Ouais, mais la curiosité, on est tous curieux, mais le courage de pouvoir dire OK à ses ambitions, et ça, c'est pas mal. Et en avoir. Il n'y a pas tout le monde qui en a. Oui. Sinon, il y a d'autres métiers à faire où on n'a pas besoin de prendre beaucoup de risques. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Dernière question. Oui. Qui tu verrais sur le podcast Grand Écart, maintenant que tu as vécu l'expérience? Maintenant que j'ai vécu les 740 mètres carrés de ce studio, la tu as tout refait. Merci la technique, on ne doit pas s'éloigner de plus de 3 cm du micro, etc. Écoute, je trouve qu'il y a des politiques que tu devrais inviter. Ok, comme qui? Je sais pas, des quelques politiques qui sont censés donner une voix, un nouveau projet à ce pays comme la France, où j'inviterai aussi peut-être le directeur général de la DGSE, Nicolas Lerner, pour lui demander un peu comment c'est son business au quotidien. Je suis pas sûre qu'il veuille bien. Pourquoi pas? Il faut le tenter. Ouais. Faut inviter des gens qui viennent de l'extérieur pour parler de la France et de comment ils entreprennent en France.
inviter la patronne d'Apple, inviter des gens pour dire, et alors comment vous faites en France? Une vision Très différente. intéressant de regarder l'analyse des autres. Surtout les Américains, oui. Ouais, enfin, peu importe, hein, des Anglais, des Américains, des Allemands, des Espagnols, des Japonais, des Coréens. Je trouve ça hyper intéressant d'avoir un regard extérieur en disant, et alors, vous faites comment et nous, on devrait faire comment? Donc, qu'est-ce que vous voyez comme critique constructive à nous faire? C'est vrai. Politique, j'aimerais beaucoup, moi, avoir des avis par rapport au logement et tout ce qui est gentrification sur les marchés immobiliers. Ça me questionne beaucoup. C'était une très bonne question. Voilà. Alors, bon, en tout cas, merci beaucoup. Tu trouveras. Ouais. Merci.